Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Étienne Lemarié. Je suis très heureux de participer à ce symposium sur le transfert des connaissances. Je vais donc partager tout de suite l'écran. Voilà. Nous allons donc parler de science, recherche, pseudosciences, information, communication, publication. Voilà les mots-clés de cet exposé que j'ai eu le plaisir de préparer avec Yves Tremblay, qui est de l'Université Laval, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et tout cela, nous faisons partie tous les deux du groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones, c'est-à-dire le GRISOF. Alors, nous allons successivement parler de la chose suivante, des différents points. Différencier science et recherche pour en identifier les dérives. Différencier information, communication, publication. Ensuite, nous parlerons des revues prédatrices, nous parlerons des prépublications, qui sont des sujets très, très à la mode aujourd'hui, et enfin de la science ouverte, ce qu'on appelle l'accès ouvert et l'open peer review. Voilà les différents points. Vous voyez que nous avons un programme assez chargé. Alors, commençons par les choses les plus simples. Science et recherche. Qu'est-ce que la science? La science, c'est une connaissance acceptée, une certitude par son caractère indiscutable et acceptée de façon universelle. Exemple, la Terre est ronde, personne ne le discute, sauf certains complotistes, nous verrons tout à l'heure. Ça, c'est de la science. La recherche, c'est une production de connaissances qui est validée par les pairs, mais qui peut être remise en cause par une nouvelle production de connaissances, c'est-à-dire un nouveau résultat de recherche. Or, premier point, durant cette pandémie, il y a eu une confusion entre science et recherche. Comment se fait-il? Vous changez d'avis, etc. Les gens ne comprenaient pas que l'on passe de la recherche, que l'on passe de la science à la recherche. Ensuite, information et communication. Quelle est la différence entre l'information et la communication? L'information, c'est un contenu, ce sont des données sources et des opinions. Données sources et opinions. C'est-à-dire que dans un journal comme celui-ci, vous avez à la fois des informations qui se basent sur des données sources, sinon ce n'est pas de l'information valable, ce qui n'empêche pas de donner des opinions qui découlent des données sources, de ces faits. Donc une information de qualité repose sur des faits, des preuves validées, pas des oui-dire. Et bien entendu, il peut y avoir des opinions à partir de cette information. À la différence de la communication, c'est un processus qui permet de diffuser une information. C'est-à-dire que dans le cas de la communication, vous avez un message transmis par un auteur et un public cible. Donc, dans la communication, cette communication, c'est un simple processus, mais qui en rien n'assure de la validité du contenu. À côté de cela, nous avons la publication scientifique. Or, la publication scientifique repose sur un certain nombre de critères, enfin un plan plutôt. D'abord, une introduction qui présente les pistes d'observation et qui se conclut par une question qui ont conduit à l'expérimentation. C'est ce qu'on appelle l'entonnoir debout, c'est-à-dire qu'on part de généralité et on finit par une question, la question que l'on s'est posée dans ce travail. Le matériel, c'est ce qui a été utilisé. Les méthodes, c'est ce que l'on a utilisé, les techniques utilisées, et les résultats, ce que l'on en a obtenu. Et enfin, la discussion, c'est l'analyse des données, l'interprétation des données. Ce qui est peut-être le plus important, c'est que
L'introduction, matériel, méthode, résultat et discussion sont des parties bien séparées qu'on ne doit pas mélanger. On ne doit pas faire apparaître, par exemple, dans la discussion, des résultats qui n'ont pas été formulés dans le chapitre résultats. Eh bien, ça, c'est le plan classique qui est valable depuis des dizaines d'années. Il faut savoir que la publication scientifique se fait aujourd'hui dans un environnement évolutif, compétitif. C'est ce qu'on appelle publish or perish, publier ou périr. C'est-à-dire qu'on est condamné à publier, sinon nous n'existons pas et nous n'avons pas de promotion. Or, qu'est-ce que l'on a rencontré en particulier à cause du Covid? C'est un déluge de publications. Imaginez que depuis le début de 2020, c'est-à-dire en 2 ans et demi, sur PubMed, Covid représente 225 000 publications. Et dans ces publications, eh bien, il y a des publications dites frauduleuses. On verra ce que c'est tout à l'heure, un peu plus dans le détail. Ce sont des fausses données ou inventées, et ou parfois un mauvais peer review de ces articles. Non seulement il y a des publications dites frauduleuses, mais ces publications frauduleuses se retrouvent dans des revues dites prédatrices, c'est-à-dire des revues, en résumé, qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas référencées dans les grandes bases de données telles que PubMed. Il y aurait aujourd'hui 3 fois plus de revues trompeuses que de revues officielles. Quelle est la grande question aujourd'hui? C'est de transmettre la vérité des faits scientifiques. Hervé Schneeweiss écrivait il y a peu de temps, jamais il n'a été aussi difficile de transmettre la réalité, la vérité des faits scientifiques. Hervé Maisonneuve, avec qui nous travaillons dans le GRISOF, écrivait il y a peu, la crise de la reproductibilité est très grave, résultat d'un modèle court et standardisé d'un article. Vous voyez, modèle court et standardisé d'un article, ce qui ne correspond plus à la complexité de la science. Or, nous avons affaire ici à un cancer qui ronge la science. Et Eduardo Franco, qui dirige l'Institut de cancérologie à McGill, dit que ce cancer met la population en danger parce qu'il y a une prolifération de publications plus ou moins sérieuses dans les CV. Il disait simplement, comment voulez-vous que je puisse sélectionner des futurs membres de mon équipe avec des CV qui viennent un peu partout et qui comportent 300 publications dans des revues inaudibles, enfin impossibles à différencier. Et il écrit, pour la première fois dans l'histoire des sciences biomédicales, clinico-biomédicales, il se publie plus d'études déficientes ou même frauduleuses que de recherches sérieuses. 10 000 revues trompeuses, 3 000 revues officielles. Et nous avons affaire à un nouvel âge des ténèbres. Si une masse critique de chercheurs devenait indigne de confiance, on atteindrait le point de bascule où le travail scientifique lui-même serait corrompu et où le public perdrait confiance. Alors, je sais à peu près ce qui s'est passé pendant la pandémie au Québec. Je sais plus précisément ce qui s'est passé en France. Eh bien, ce point de bascule, nous l'avons atteint à multiples reprises. Et trop souvent, le résultat est que trop souvent, journalistes, politiciens et publics s'appuient sur des interprétations trompeuses. C'est pourquoi, dans le cadre du GRISOF, nous avons avec différents partenaires, la Conférence internationale des facultés de médecine, l'Agence universitaire de la francophonie, le syndicat de la presse, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, nous avons produit des plaquettes pour alerter sur les revues prédatrices, reconnaître les revues prédatrices. Les revues et les éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence et ou le recours à des pratiques de sollicitation agressive et sans discernement. C'est cette citation de Nature 2019. Donc, sur cette plaquette, attention, attention, et qui explique tout le problème de ces revues prédatrices. Voici cette plaquette que je mettrai à votre disposition si vous le souhaitez.
Alors, la question, évidemment, que vous pouvez vous poser, c'est comment identifier une revue prédatrice? Et il y a plusieurs sites pour cela. Et il y a le site Stop Predatory Journals, Predatory Publishing Home, le Bell's List. Bell est la personne qui a c'est le premier penché sur ce problème de revue prédatrice. En fait, je retiendrai un critère, le plus simple. Ce sont, pour qu'une revue soit valable, c'est-à-dire qu'avant de proposer un article, vous avez fait une recherche, vous allez écrire un article, vous vous posez la question, à quelle revue vais-je l'envoyer? Eh bien, allez voir dans le DOAJ, Directory Open Access Journal. C'est un répertoire en accès libre, un répertoire des revues à comité de lecture. Si la revue apparaît dans ce répertoire, ça n'est pas une revue prédatrice. Je vous ai mis ici un site sur vos droits et vos obligations, un site qui est très bien fait sur ce plan. Alors, la fraude scientifique est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Quel est le principal coupable? Est-ce le système de la recherche? En partie. Car, comme je disais précédemment, c'est publier ou périr. Autrement dit, privilégier la quantité plutôt que la qualité, la rapidité, et de ce fait, moins de précautions. Or, les indicateurs de mesure actuels, c'est-à-dire le nombre d'articles produits par vous et votre équipe, le nombre de citations de ces articles, influencent le montant des crédits de recherche, et ceci parfois aux dépens de la qualité ou de la justification sociale. Il est donc nécessaire de rétablir un contrat social entre la science et la société et de garantir que la science joue son rôle et contribue au bien-être. Alors, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Il y a peu d'exemples dans le monde où on a précisément recherché à rétablir un contrat social entre la science et la société, mais le Québec en fait partie et pour nous, il sert d'exemple. Maintenant, je voudrais parler de la prépublication. Qu'est-ce qu'une prépublication ou préprint? C'est une publication qui n'a pas été évaluée ni révisée. Elle peut être en cours de relecture par des pairs au sein d'une revue scientifique, mais ce qui fait que c'est une prépublication, c'est qu'elle est déposée sur une plateforme ou une archive dédiée, mais on appelle ça plutôt une plateforme. Et cette prépublication peut contenir des données originales de recherche, des comptes rendus de recherche ou des articles originaux. Autrement dit, vous écrivez un papier, vous le déposez sur une plateforme et voilà, il est à la disposition de tout le monde. Et c'est là que peut commencer le problème. Alors, il y a des avantages. Ça permet de diffuser rapidement les résultats de la science, d'inciter à réagir, car je vois votre article, par exemple celui-ci qui est sur cette plateforme Medarix Eve, ça m'incite à réagir, à commenter, vous assurez comme cela la paternité d'une recherche, alors qu'elle peut vous échapper en cours de route. Ça permet également de documenter l'historique des idées développées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une première version, puis d'autres ensuite. Ça permet de contribuer à la science ouverte, on verra ce que c'est tout à l'heure, et à la diffusion gratuite pour l'auteur et un accès gratuit pour le lecteur. Et donc, ça peut valoriser les travaux pour les recrutements ou les promotions. Voilà ce que c'est qu'une prépublication. Alors, problème des prépublications, pour revenir au Covid-19. Vous voyez que c'est sur le site Medarix Eve. J'ai regardé il y a une dizaine de jours. Si vous tapez Covid-19, eh bien, rien que sur cette plateforme, il y a 22 202 articles. Combien d'articles finiront dans des revues? Je n'en sais rien, probablement pas plus d'1 sur 10. Alors, ces publications, elles peuvent être de médiocre qualité. Ça peut être des travaux partiels, non reconnus par de nombreux bailleurs. C'est-à-dire que
Si vous, dans une liste de titres et travaux, si vous ne citez que des préprints, eh bien, ces prépublications ne sont pas reconnues par les bailleurs de fonds. C'est-à-dire que ça ne compte pas dans votre projet de recherche. Et puis, le fait d'avoir déposé sur une plateforme préprint ne veut pas dire pour autant que vous allez soumettre votre manuscrit à une revue. Alors, il y a de nombreux sites que vous avez ici sur lesquels vous pouvez déposer. Quel conseil peut-on vous donner? Eh bien, d'abord, la prudence. Considérez la prépublication comme la première ébauche d'un article. Deuxième, c'est de déposer sur un serveur de confiance. Troisième conseil, de bien vérifier les politiques en matière de prépublication. Que va devenir votre papier? Et puis enfin, de vous préparer aux critiques puisque ce papier est à disposition. Alors, il faut se méfier des prépublications et ce que l'on en fait. Par exemple, voici un travail dans un journal dit sérieux, American Journal of Therapeutics, sur l'ivermectine dans la prévention et le traitement du de l'infection à Covid-19. Revue systématique, méta-analyse, analyse séquentielle, etc. Bref, le plus grand sérieux. Eh bien, si vous regardez de près, je vais vous en dispenser, si vous regardez de près les auteurs de ces différentes publications, il y en a 2 sur 3 qui sont des préprints. Eh bien, c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, c'est qu'il y a des méta-analyses qui sont faites avec des revues préprint, donc non évaluées par des revieweurs. Et cela, ça pose un énorme problème. Donc, une méta-analyse, c'est quelque chose de sérieux. Je ne rentrerai pas dans les détails comment on fait une méta-analyse, mais vous, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de regarder qui sont ces auteurs et où ces articles ont été publiés. Une autre question, c'est le plagiat. Alors, il y a un site, un groupe qui s'appelle l'UNIGE, extrêmement important sur le plagiat. C'est Michel Bergada, qui est une biologiste avocate située à Lausanne, en Suisse, qui donne les 10 conseils suivants et qui constitue un label anti-plagiat qui a été proposé aux universités. Le plagiat est un vol de la création originale. Les comportements plagieurs portent atteinte au droit ultérieur des auteurs de publier le résultat de leurs travaux. Le plagieur s'inscrit en faux vis-à-vis du droit. Le plagieur vide le sens des œuvres produites. Il fraude le système. C'est la porte ouverte à d'autres déviants associés. Il produit suspicion et honte. Il porte atteinte à l'image de l'institution. S'inscrit en faux dans le nouveau rôle des revues scientifiques. Le plagiat induit des dommages collatéraux importants. Je n'insisterai pas sur le plagiat, mais je voulais quand même vous montrer cela. Enfin, je voudrais vous parler de la science ouverte. Qu'est-ce que la science ouverte? Eh bien, c'est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. La science ouverte s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications le temps que possible, aux données et méthodes de la recherche. Autrement dit, sur Internet, vous avez à votre disposition les articles, éventuellement les données, éventuellement les méthodes de recherche. La science ouverte permet à la recherche financée sur fonds publics de conserver la maîtrise des résultats qu'elle produit. On verra comment. Elle construit un écosystème dans lequel la science est plus transparente. Elle induit une démocratisation de l'accès au savoir, puisque c'est l'accès libre, par définition, et c'est utile à l'enseignement, à la formation, à l'économie, aux politiques publiques, aux citoyens et à la société dans son ensemble. La science ouverte constitue un levier pour l'intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science. Ça reste à voir. Alors, le principe de base, c'est que la science est un bien commun qui doit profiter à tous. Donc, vous devez avoir une accessibilité des produits de la science, aux publications, aux données sources. Cela constitue de nouvelles pratiques éditoriales et un nouveau modèle économique. Alors, tous les pays, toutes les structures de recherche
entre maintenant dans le domaine de la science ouverte. Et pour le Fonds de recherche du Québec, j'ai trouvé cette référence sur la politique de diffusion en libre accès des fonds de recherche du Québec. En Europe, il y a le EOSC, European Open Science Cloud, qui est quelque chose de très important. C'est qui a rejoint une initiative mondiale, ce qu'on appelle le GoFair, données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Alors, en pratique, ça se passe comment? Dans le modèle classique, vous savez que l'organisme, l'université ou l'organisme paie le chercheur, premier point. Deuxièmement, le chercheur soumet un article produit de sa recherche. Ce qui fait que vous avez deux payeurs, vous avez l'université ou l'organisme qui paie le chercheur et qui paie l'abonnement aux revues. Dans l'open access, c'est-à-dire l'accès libre, c'est ce qu'on appelle le système auteur-payeur. L'université paie le chercheur et ça n'est pas l'abonné à la revue qui paie la publication, mais le chercheur qui paie pour être publié. Et il paie entre 1 000 et 3 500 $ canadiens. Et la revue, la plupart du temps, est électronique et en accès libre. C'est la règle. Ce qui fait que il ne faut pas se leurrer, dans le système open access, vous avez l'université qui paie, vous avez le chercheur qui va payer l'article, et la plupart du temps, l'université ou l'organisme a un abonnement à la revue, c'est-à-dire que finalement, on paie 3 fois. Alors, il y a cet aspect fondamental de l'auteur-payeur, mais il y a aussi l'évaluation. Un article peut être accepté sans modification, avec modification ou rejeté. Dans l'évaluation classique, les revues ont la responsabilité de mettre en place un traitement objectif des textes. L'évaluation doit offrir aux auteurs l'occasion d'améliorer leur texte, et cela se fait la plupart du temps, enfin le meilleur cadre, c'est l'évaluation en double aveugle. C'est-à-dire que l'évaluateur, enfin, ou plutôt l'auteur de l'article ne connaît pas son évaluateur. La confidentialité de l'évaluation est considérée comme la meilleure garantie d'une évaluation saine et efficace. Alors, ça c'est le contexte. Il a des inconvénients, c'est-à-dire que les maisons d'édition se situent dans une économie de prestige et il y a un élément qui a une emprise considérable sur la recherche, c'est ce qu'on appelle l'impact factor, c'est-à-dire le nombre de citations de cet article. Donc, ça influe sur les éditeurs. Et puis, les critiques sont parfois lapidaires, anonymes, sans échange, bref, de mauvaise qualité. Alors, face à cela, aujourd'hui, il y a un courant pour faciliter ce qu'on appelle l'évaluation ouverte, l'open peer review. Deux principes, la transparence, auteur et évaluateur peuvent dialoguer, la distribution large, toute personne peut relire et commenter, c'est-à-dire que c'est un article qui est mis en quelque sorte sur une plateforme et il est transparent, il peut être discuté et de ce fait, et puis enfin, il y a moins de conflits d'intérêts parce que les réviseurs sont connus. Alors, il y a des plateformes pour ça, il y a une plateforme européenne, par exemple, qui est de plus en plus utilisée, qui s'appelle plateforme européenne de e-learning Foster. C'est une plateforme de plus en plus utilisée. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions.